premier message que je vais vous faire passer, je ne travaille pas chez Google. C'est mardi après-midi, on va se détendre. Hein. On est tous un petit peu fatigués par la conf, il y a plein de choses, il faut tout intégrer, et alors on va se détendre cet après-midi, là, pendant 45 minutes. D'abord, petite anecdote. Cette presse, je vous la fais et je la dois un petit peu à Hervé, qui a introduit la session, parce qu'il y a petite anecdote, il y a 3 ans, je me posais des questions sur qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller. Et j'ai demandé des conseils. Je demandais des conseils à Hervé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses de ce poste-là ? Et à un moment donné, Hervé il m'a fait un petit cadeau. Il m'a dit, tu sais, moi, j'en sais rien. La seule chose que j'aimerais, c'est que dans 2 ans, tu me racontes l'histoire d'une transformation. Voilà. Et c'est celle-là que je vais vous raconter. Alors, qui suis-je ? Donc, j'ai commencé en tant que développeur. Beaucoup de monde dans la salle me connaît en tant qu'architecte. Et puis, un petit peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite de potions du changement. J'ai passé 6 ans chez Octo. Et c'est véritablement maintenant ce qui me drive, ce qui m'intéresse. Donc, changement, transformation. Petit à petit, j'ai cherché et je suis tombé dans un contexte assez intéressant qui est France Télévisions édition numérique, où on fait, vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu tout ça, tout un tas de sites web, mobiles, téléconnectés, social TV. Et j'ai la chance d'avoir le Build and Run. Alors, pour ceux qui se posaient des questions, la presse, le U de USI, c'est le fait d'essayer de faire de la transformation chez France Télévisions. Voilà. Vous allez voir, c'est pas non plus tout le temps facile. Je me définis pompeusement comme un professionnel, mais en fait, pas pire que vous. Voilà, je ne suis pas un super-héros. Donc, mon message, il est très simple. N'importe qui ici peut faire exactement la même presse l'année prochaine, à l'USI, si vous êtes courageux. Je n'ai pas honte de vous montrer cette image-là. Je suis courageux, mais pas fou. J'ai des outils. Ces outils-là, je suis allé les chercher dans pas mal de lectures. Alors oui, faut être courageux, mais il faut aussi un peu bosser. Hein. Donc il faut aller s'instruire un petit peu ailleurs. Qui reconnaît du monde là ? Allez-y. Oui, il faut dire les noms là. Weinberg, le deuxième, avec sa chemise rouge. Esther Derby, juste à côté. Johanna Rodman à la fin. Allez, les autres, vite, on va. Cotter, tout en bas, à droite. Peter Drucker, ici, oui, le pape du management. D'autres ? Non, elle n'est pas là. On a cité les 2 filles. Hein, là. Et Dave Logan, Tribal Leadership. Qui d'autre ? Allez, on finit, il n'en reste plus que 2. Tom DeMarco, le premier en haut, Peopleware ou Waltzing with the Bears. Et Stephen Covey, ici, celui qui a le moins de cheveux, je pense. Alors, ils ont écrit des choses. Si ça vous intéresse, voici certains bouquins qu'ils ont écrits. Et sinon, vous allez en bas, vous suivez l'URL. Il y a, je vous ai mis 73 livres de référence, si vous avez du temps. Le dernier, c'est effectivement Cotter. Cotter qui a écrit Accelerate, son dernier ouvrage, mais qui nous parle énormément de transformation et de changement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Cotter ? Il nous dit, voilà, moi je vous propose 8 steps pour faire du changement. La première partie, c'est créer un climat pour ce changement, et il parle beaucoup de sentiment d'urgence. Alors après, moi je ne suis pas un méthodologue, donc je ne vais pas passer de partout dans cette slide-là. Par contre, je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui me semble important pour faire d'une transformation. La première des choses, c'est ce sentiment d'urgence. Et sans ça, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement. Alors, comment on le crée, ce sentiment d'urgence ? Nous, en tant qu'informaticiens, à chaque fois, quand on ne sait pas quand on n'a pas la réponse, on appelle Dilbert. Et généralement, il a des bonnes réponses. Et Cotter nous dit aussi, en fait, ça c'est dans un de ses bouquins, il nous parle de ça, il nous dit, tout le monde ne va pas avoir exactement la même vision de ce changement, la même compréhension de ce changement. Et donc, il faut vraiment insister.
Et donc, il faut définir pourquoi on a envie de ce changement. On a énormément parlé de ça. Pour faire du changement, il faut définir le sentiment d'urgence, mais moi je pense qu'il faut aussi définir un changement de paradigme. D'accord ? Donc là, vous connaissez cette image-là. Celle-là aussi, changement de paradigme. On en a beaucoup parlé pendant la conférence. Moi, j'adore celle-ci. Donc, sentiment d'urgence, changement de paradigme, et puis après, il faut y aller quand même. Si on veut faire de la transformation, du changement, il faut y aller. Vous avez envie d'y aller ou pas là ? Ouais ? Ok, c'est bon. Alors, je vous propose en fait de travailler un petit peu quand même. Donc, faites passer. Voilà. Et vous pouvez y aller, parce que cette presse, elle est pour vous. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Et donc, vous allez vous poser quelques questions, si vous acceptez le challenge. Et donc, les questions que j'ai envie que vous vous posiez pendant la presse, c'est quel est le sentiment d'urgence dans votre contexte ? Quel changement de paradigme puis-je proposer dans mon contexte ? Quelle stratégie puis-je mettre en œuvre ? Et quelles aptitudes je peux adopter ? Et réfléchissez à ça. Si vous écrivez pendant que je parle, ce n'est pas un problème, vous avez le droit. Et Google n'est toujours pas là. Donc, quand même, petit disclaimer. À la fin de ma presse, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'était facile son truc, il travaille dans l'Internet. » Et vous aurez raison. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais il avait du budget. » Et vous aurez raison. Il avait le mandat, et vous aurez raison. En fait, moi je cite souvent Henri Dubos qui dit, avec son accent rocailleux de Bordeaux, si vous me croyez, ça me fait plaisir, sinon c'est vous qui avez raison. Hein, voilà, donc ma présentation ici va simplement vous expliquer ce que j'ai fait dans le contexte de France Télévisions. Alors ce contexte, quel est-il ? Eh bien, on fait de la télé, donc on sait faire des pubs, des vidéos aussi, donc je vais vous passer 2 minutes seulement de la vidéo ici. J'arrête là. Donc vous avez le contexte hyper intéressant, tout un tas de choses. Contexte quand même un peu complexe parce qu'on a l'équivalent de, allez, on va dire, une bonne vingtaine de produits différents. Je ne parle pas juste des sites web. Je vais parler ici de plateformes. Par exemple, Plus, qui est certainement le plus connu,
Ben, on le déploie évidemment sur le web, sur les iPhones, sur les Android, sur les téléconnectés. Les téléconnectés, c'est quoi? Sur les FAI, donc chez Free, enfin l'ensemble des FAI qu'on connaît, mais aussi dans les Xbox, maintenant avec Chromecast. Et donc à chaque fois, c'est du code différent, quasiment. Et donc, ça donne un contexte souvent qui est un petit peu compliqué parce qu'on a quand même pas mal de choses à déployer. Et puis, on a tout un tas de systèmes aussi qui sont en transverse. Alors, on n'a pas un vrai système d'information, mais on a quand même des systèmes qui sont au service de l'ensemble de ces plateformes. C'est un contexte aussi où, en fait, on a des trafics de ouf. Moi, c'était la première fois que j'ai vu ça. J'étais pas tout à fait... Alors, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait un petit peu d'internet, tout ça. Mais là, quand même, quand vous avez les municipales, juste pour vous donner une idée, municipales, on a terminé, alors on est super fiers, on a terminé premier site d'actualité sur les municipales, notamment au premier tour. Pourquoi au premier tour on est premier? Parce que le site, il crache pas. Tous nos concurrents ont un downtown, et nous, il n'a pas craché. De manière hyper humble, ça peut nous arriver à nous aussi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez un trafic qui arrive à un moment donné bien précis où les gens veulent avoir les informations. Et ça, moi qui suis un geek, c'est ça qui me parle. Là, en fait, ce sont des informations provenant, des graphes provenant notamment d'un de nos CDN qui nous aide à faire passer tout ce trafic. On a 380 000 requêtes par seconde. Donc c'est une des particularités de ce qu'on fait, c'est qu'il faut quand même avoir des systèmes qui soient scalables sur une très 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 courte période. Deuxième particularité de ce contexte-là, ben, on fait aussi des projets, ce qu'on appelle hyper connectés, c'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, pour Sochi, on va avoir un dispositif classique multi-écran, et surtout, là, c'est la liste des équipes qui vont collaborer pour faire ce projet-là. On va avoir jusqu'à une dizaine d'équipes différentes qui vont collaborer. Certaines en agile, certaines pas du tout en agile. Pas qu'on n'a pas envie de mettre de l'agile de partout, c'est pas ça, des fois ça s'y prête pas. Et il faut faire en sorte d'avoir donc des méthodes qui permettent d'adresser ces projets hyper connectés. Donc deux exemples de ce qui font la particularité de ce travail-là. Alors, on a dit transformation, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, premier point, c'est le sentiment d'urgence. Je suis arrivé chez France Télévisions Éditions Numériques il y a 2 ans et demi, avec la grande chance de rencontrer quelqu'un, un visionnaire, Bruno Patino. Et cette personne a défini une stratégie hyper claire. 3 étapes, rattraper le retard, innover sur les usages et les contenus, et réinventer la télévision. Réinventer la télévision, ça veut dire quoi? Ça veut dire redonner la main à l'utilisateur. Et on va le voir juste après, j'ai un autre exemple. Mais, alors, je grossis un petit peu le trait. Quand j'arrive, j'ai effectivement des gens sympathiques avec moi, qui font déjà de l'Internet. Mais si je fais le bilan des difficultés, en fait, première anecdote. Lorsque j'arrive chez France Télévisions, j'arrive à 9 h le lundi matin, mon boss me dit « Écoute, j'avais prévu toute la matinée, mais là, il faut qu'on parte. Réunion de crise, tout le data center est tombé le week-end. » Ah. Tous les week-ends, pendant 8 semaines, il y avait des gros sites qui tombaient. On ne va pas s'en sortir, on ne va pas aller loin. Super stratégie, mais derrière, des grosses difficultés. Une des plus grosses difficultés, c'est qu'il a fallu passer quand même, vous voyez, équipe sous-staffée, c'est-à-dire qu'en gros, en 2 ans et demi, on a fait x3 sur les équipes. Manque d'expertise pointue. Alors, là, vous pouvez le lire, tout ça, c'est pas pour pointer du doigt, c'est simplement que c'était le constat, ils avaient moins de moyens, ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, avec beaucoup de bonne volonté. Et puis France Télévisions égale service public, égale ce que je souhaite à personne dans cette salle, c'est-à-dire des contraintes, notamment sur les achats, Il y a des gens qui rigolent, donc il y a peut-être du service public, c'est ça? Voilà, c'est ça, d'accord. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un appel d'offres européen, maintenant je sais. Au début, vous arrivez, vous faites « Ah, mais ça va ».
Donc un appel d'offres européen, c'est entre 4 et 6 mois. Donc l'agilité, faire de l'agilité avec des appels d'offres européens de 4 et 6 mois où il faut que vous ayez défini à la virgule près ce qu'il y a à l'intérieur, c'est difficile. Et puis, bon, c'est dit, on va quand même y aller. Donc, ce n'était pas une mission totalement impossible. Mais ce qu'on m'a demandé, c'était mettre en place une organisation et des moyens pour délivrer plus vite, avec plus de qualité. Ce que j'ai fait, la première des choses, c'est définir ce sentiment d'urgence. J'en ai parlé aux équipes et on s'est mis d'accord. Deuxième chose, changement de paradigme. Là, j'ai proposé des changements de paradigme et plutôt que des valeurs, ces changements de paradigme, je les ai affichés haut et fort dès le début. Le première évolution, c'est que j'ai passé le focus du build vers le run. Lorsque j'ai annoncé ça, j'ai vu il y avait certaines personnes qui étaient en train de blêmir, les chefs de projet qui étaient les stars. D'un seul coup, on était en train de leur dire ah, la star maintenant, c'est le référent infra. C'est celui qui est là le week-end, qui est avec moi au téléphone le week-end. Et hop, premier changement de paradigme. Et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Deuxième, on est passé du mode projet au mode produit. Évidemment, des plateformes, quand on est des plateformes multi-écrans, on est sur des produits et on les fait évoluer au fil du temps, plutôt que de simplement faire des projets. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des projets pour faire avancer ces produits. La seule chose que je dis, c'est qu'on va avoir des équipes produits, des équipes qui restent. Précédemment, c'était des pools de développeurs, ils passaient d'un projet à l'autre constamment. Donc il n'y avait pas cette culture du produit. Troisième changement de paradigme, on passe de la méfiance à la confiance. C'est pas simple. Hein, voilà. Donc là, il faut aller convaincre RH, achat, juridique. Mon plus beau fait d'armes là-dessus, c'est qu'au début, j'arrive et on me dit « Alain, tu ne peux pas travailler avec des prestataires qui sont des freelances. » Je dis « Pourquoi ?» Ben, c'est dangereux. Waouh. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ces gens-là, ils peuvent demander à être intégrés dans la société. Je dis « Mais si je prends des freelances, des très très bons, ben ouais, ils peuvent quand même demander à être intégrés. » C'est pas un risque, c'est une opportunité, ça. Et puis, franchement, avec le salaire que vous allez proposer, ils ne vendront pas. Donc, ils m'ont dit OK. Quatrième, changement de paradigme, casser les frontières, passer à la collaboration. Bon, là, je prêche des convaincus, je pense. Alors, pourquoi la transformation est maintenant en marche? C'est simple, hein, on est devenu une post-it compagnie. Voilà, on en a un petit peu de partout. En vrai, le succès, ben, vous l'avez vu déjà, c'est les résultats. En 2 ans et demi, on est devenu ce qu'on peut appeler le premier... Alors, je ne sais pas, il y a des petites luttes là-dessus, mais je pense que dans certains classements, on est premier groupe audiovisuel sur Internet. En tout cas, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, ils ont explosé. Deuxième preuve, mon sponsor, Bruno Patino, au bout d'1 an, je vais le voir et je lui dis « Écoute Bruno, je voudrais savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu peux me faire un feedback ?» Il me dit bah, « C'est bon, c'est atteint. » Je dis « Pardon ? Attends, ça fait qu'1 an, là, on a quand même encore... D'après Coteur, il me reste encore... » Et il me dit « Non, mais c'est bon. » Je dis « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Il me dit bah, « C'est très simple. Quand je suis arrivé, les gens me disaient « T'as une super strat, mais ton IT, jamais tu y arriveras. L'IT n'est pas aligné. Aujourd'hui, plus personne m'en parle. » Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. À un moment donné, quand vous allez dans la transformation, allez chercher du feedback fréquemment et surtout vers votre sponsor number 1 pour savoir ce qu'il en pense. Et puis, le regard de nos concurrents, quand je vais voir Canal+, quand je vais voir M6, qui sont des concurrents, mais en même temps, on fait le même métier, hein, donc on se parle. Hein. Ils me disent, franchement, c'est pas mal ce que vous faites. Hein. Il y a quelques années, on se moquait un petit peu de vous en interne. Là, on regarde quand même, en benchmark. Et enfin, l'intérêt des talents. Pour moi, c'est le principal. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je considère comme étant des leaders de communauté qui ont juste envie de venir bosser.
Et ça change tout. Alors, effectivement, tout ça a été hyper simple. C'était comme ça dès le début. Non, en fait, ça a été un petit peu comme ça aussi. Hein. Ça a un petit peu bousculé. Alors là, maintenant, je vais vous présenter 7 cartes qui m'ont permis, j'appelle ça des cartes, mais on va appeler ça des stratégies, qui m'ont permis de déployer cette transformation. La première, c'est, des gens me demandent comment introduire l'agilité. Alors, je sais qu'il y a une grande mouvance en ce moment qui est l'agile à grande échelle. Alors, des gens me disent, ouais, mais comment on fait pour l'introduire ? Moi, je ne sais pas faire l'agile à grande échelle, ce n'est pas ma méthode. Ma méthode, c'est commencer petit et démontrer que ça fonctionne. Donc le premier terreau que j'ai trouvé, donc je venais d'arriver et on me dit voilà, ou alors on a une bonne nouvelle, on a plein d'événements sportifs qui arrivent. Ah ouais. Donc on a le tournoi destination, Roland Garros, Tour de France, JO et tout ça séparé d'un mois à chaque fois. Et c'était à peu près ces sites qui, à chaque fois qu'il y avait par exemple un match de l'équipe de France, le site plantait pendant 2 heures, c'est-à-dire le temps du match. Bon. Et on me dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 projets. Et je fais, non, on ne va pas faire ça. Je vous propose autre chose, si vous êtes d'accord. On va faire une équipe produit, colocalisée, et on va l'accompagner. Ils vont travailler un petit peu différemment. Ils ne connaissaient pas vraiment l'agile, on a proposé ça. On s'est fait accompagner via du coaching. Allez, je vais faire mes petites 10 secondes pour remercier Guillaume que je vois dans la salle. Donc Guillaume Duquesne, tu fais coucou, comme ça peut te faire des clients après. Et donc Guillaume a largement aidé cette équipe-là et ça a fonctionné. Et ça a tellement bien fonctionné qu'au bout de quelques mois, juste après les JO, il y a plein d'autres directeurs qui sont venus me voir et me disent dis donc, on ne peut pas faire ça ? Si, on peut faire l'agile aussi, oui. Pas de problème. Et petit à petit, on a déployé. Alors, honnêtement, je ne vais pas dire que je suis convaincu que l'agile, ça aide, mais je ne vais pas la déployer si je considère que les équipes qui sont en train de travailler utilisent une méthode à eux qui fonctionne. J'en ai une qui fonctionne très bien comme ça. Ce n'est pas du waterfall non plus, mais ils s'en sortent excellemment bien. Donc, dans chaque slide, j'ai mis un petit fail. En vrai, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Mais là, c'est le fail de l'entrisme, c'est ne pas croire que lorsque le process est en place, il va le rester. Ça, donc, il faut retourner de temps en temps et dire dis donc, vous êtes sûr que vous n'avez pas laissé tomber un petit peu les rituels de l'agile, les démos, tout ça là Ah si, et on le reprend. Et donc, il faut repasser fréquemment. Deuxième carte. L'équipe produit. Donc ça répond à la question comment passer du projet au produit. Responsabiliser les équipes. On avait des pools de développeurs, on avait des gens qui... Et là, on a créé des équipes qui sont complètement alignées, du product owner jusqu'au développeur, jusqu'à l'infra-guy maintenant, qui s'occupe... donc ça, vous en avez déjà entendu parler plein de fois, hein, c'est Agile plus DevOps, quelque part. Un des fails là-dedans, je vais en parler au moins de 2, c'est les rôles et les roadmaps. Roadmap parce que faire du produit, ça veut dire penser produit, ça veut dire définir une roadmap du produit. Et ça, quand on fait une transformation et qu'on a des gens qui ne sont pas câblés comme ça, c'est un petit peu compliqué ce changement de faire un planning d'un projet. Ça, c'est bon, c'est acquis. Ça, vous l'avez. Maintenant, transformer des gens qui font ça à une vision produit et qui s'occupent plus uniquement d'un planning d'un projet et qui sont capables de faire des roadmaps de produits, ça, c'est une autre compétence qu'il va falloir acquérir. Les rôles, vous définissez des rôles. Donc chez nous, classiquement dans les méthodes agiles, on a Product Owner, Scrum Master. Chez nous, on a rajouté un sponsor. Et alors si vous faites une réunion, un workshop à définir quels sont les rôles, il y en a qui vont dire moi je suis sponsor, ça y est, c'est moi. Et ça, il faut faire très attention, parce qu'en fait, la personne, elle n'a même pas le mandat, elle n'a même pas la capacité à prendre les bonnes décisions. Donc le sponsor, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a quand même la capacité de décider au moins, ou de valider, la roadmap, la stratégie du produit. Et ça, c'est hyper important.
Troisième carte, 60-30-10. Alors, ceux qui sont déjà venus plusieurs fois à l'USI connaissent ça, les autres? Tout le monde connaît? Non, hein, ça fait 100. 100%. Et c'est Esther Derby qui avait fait une presse justement à l'USI et qui exprimait ça très très bien, qui disait, en fait, c'est le pourcentage d'influence sur la réussite d'un projet. Pourcentage d'influence, c'est pas le pourcentage de réussite, hein, c'est le pourcentage d'influence. 60% de l'influence de la réussite du projet se passe avant le kick-off, avant que le projet n'ait démarré. 30% de l'influence du projet se passe lors du kick-off. 10% après. Autrement dit, un projet qui a mal démarré, c'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Qu'est-ce qu'on propose? Cadrer en largeur et en timeboxant. Et prendre du temps pour le kick-off. Donc moi, je vais surtout vous parler de ces deux points. Cadrage. Ce qu'on a mis en place, c'est une méthodologie autour du cadrage, autour de 6 thèmes en particulier. La vision et les enjeux, la roadmap et la carte fonctionnelle de ce qu'on est en train de réaliser, mais grosse maille, on ne va pas rentrer dans les toutes petites fonctionnalités. L'architecture, là aussi grosse maille. Généralement, le plus facile, c'est la roadmap, enfin la vision fonctionnelle et l'architecture, ça généralement tout le monde le fait. La vision et les enjeux, c'est pas gagné. Parce que tout le monde pense avoir la vision d'un projet avant qu'il démarre et se mettre d'accord sur quelle est la vision et quels sont les enjeux avec les bonnes personnes, je répète, avec les bonnes personnes, des personnes qui à un moment donné vont dire oui c'est ça, c'est pas facile. Orga moyen budget, on va me dire facile. Beaucoup moins facile, rôle et responsabilité. Combien de fois, on l'a eu même chez nous, hein, chez France Télévisions, on a eu des projets où démarrer. On dit ouais, toi tu es développeur, toi tu es Scrum Master. Mais en fait, tout un tas de responsabilités n'étaient pas définies avant. Au plus tôt vous allez pouvoir définir vos responsabilités et les rôles de chacun dans le projet, et au mieux, ça va bien et ça va mieux se passer comme ça. Ça va éviter les effets plouf qu'on appelle. Alors là, je vais vous montrer un exemple de cadrage de projet. Donc on a innové. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des TV, le service France TV Info, donc équivalent de un petit peu Le Monde, hein, c'est de l'information, et on l'a mis dans les mains de l'utilisateur, en téléconnecté. C'est quoi la vision? La première chaîne d'information à la demande. Ça n'existait pas. On avait des chaînes d'information. Là, c'est la première chaîne d'information à la demande. Pourquoi? C'est un service porté par un look and feel tendance et accrocheur, distribué largement sur différentes plateformes de téléconnectés et porté par une communication d'envergure pour conserver le leadership de l'info dans le numérique. Il manque juste des virgules. Et ça nous a permis d'aligner complètement l'équipe. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On présente les grands principes de la chaîne. Essayez d'être très, très, très en amont, très visuel, le plus visuel possible. Passer un petit peu de temps, malgré tout, à imaginer. Ça a été fait en amont. Le service ressemble à ça. On a changé, effectivement, il y a des trucs qui ne marchent plus, on s'aperçoit plus tard, on va garder l'agilité. Mais donner les directions est très visuel dès le départ. Voilà, d'autres écrans. Hop. Sur quel périmètre on le déploie? Quelle architecture? Organisation du projet, identification de l'ensemble des membres, des personnes qui vont influencer le projet, les activités et les livrables. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, on marque comment on va le faire. Et surtout, la personne qui a fait ça a une idée géniale. C'est de représenter le produit de manière graphique. Donc là, en fait, ici, ce qu'on voit, ce carré-là, c'est la télévision, l'écran de télévision. Si je clique vers la flèche du bas, il y a ça qui va remonter. Je clique vers la flèche du haut, il y a ça qui va descendre. Je clique vers la flèche de droite, il y a ça qui... Bref, vous avez compris. Et ça nous a permis de piloter complètement l'avancement du projet. Si vous avez la capacité de faire ça, plutôt que de faire
des slides, on va faire des listes. Plutôt que de faire un Gantt, essayez de montrer l'avancée du projet avec un graphique. C'est énorme. Organisation, gouvernance, classique, le planning, forcément. C'est pas parce qu'on fait de l'agile qu'on prévoit pas, hein, on est bien d'accord. Hein. Et qu'on n'a pas, à un moment donné, défini quand est-ce qu'on doit arriver, qu'on doit se rencontrer, notamment avec d'autres équipes. Les risques, hyper importants. Définissez dès le départ les risques. Ayez une culture du risque dans vos projets. Et voilà les next steps. Alors, ça, c'est une slide que j'ai repris de Alistair Cockburn, qui explique un petit peu les 3 grandes étapes d'un projet. Vous voyez, au début, en fait, il y a différentes représentations de cette courbe, et la plus classique, en fait, elle n'est pas comme ça. La courbe, au début, elle est plutôt dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on perd un petit peu de temps, on ne produit pas beaucoup, et après, on commence à être sur la courbe classique. Et lui, ce qu'il dit, c'est attention, parce que le démarrage, c'est hyper important, 60-30-10. Et puis, c'est là où on va prouver énormément de choses. Donc là, je ne vais pas reprendre l'ensemble des théories du Lean Startup & Co, mais c'est tout à fait vrai. Et donc, la première des choses que je vous encourage à faire, c'est à booter votre équipe. Ah, c'est quoi booter une équipe? Donc, kick-off. Tout le monde sait ce que c'est qu'un kick-off. Combien de temps vous prenez pour faire un kick-off? Personne ne faites pas de kick-off? Comment? 2 heures, classique. Nous aussi. Il y en avait même en 20 minutes des fois. C'est pas un kick-off. Kick-off, c'est prenez tout le temps nécessaire, et c'est ce que je leur dis. Je sais, les gens sont venus, je leur ai dit non, on n'a pas assez partagé, on n'a pas assez booté cette équipe-là. On leur a pas tout expliqué. Et donc, les gens me disent, mais ça va prendre combien de temps? Je n'en sais rien. Mais prenez le temps nécessaire pendant une période de temps pour que ce soit clair. Si vous prenez ce temps-là, je vous fais le pari que vous allez le gagner après. Alors, passer 3 jours à faire un kick-off, c'est possible. Nous, ce qui marche le mieux, c'est pour éviter que tout le monde ait peur. Et puis, en fait, c'est pas si mal de laisser reposer aussi. Mais on reprend les 6 piliers que vous avez vus du cadrage et on fait des réunions là-dessus, semaine après semaine. Donc, on va prendre, par exemple, cette semaine, on va prendre 3 thèmes et on va faire 3 réunions de 2 heures dans la semaine. C'est le démarrage du projet. L'équipe a le temps de passer 3 fois 2 heures et on voit où on en est. Et on recommence si besoin. La première réunion, première fois que l'équipe se voit, la première des choses à faire, ce n'est pas de les ennuyer. Ce n'est pas de leur expliquer le produit. La première des choses à faire, c'est qu'ils apprennent à se connaître. Moi, j'anime ça super facilement. On se met là, on se met autour, et puis on se dit, alors, moi je suis Alain Bezacaro, voilà, je viens de là, j'explique ma vie. Comme dire, j'explique ma life et j'explique ce qui m'intéresse dans ma vie. Et je dis, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la photo, l'onologie, Et tout le monde fait ça. Et ça va prendre 1 heure sur une équipe de 10 personnes. Et à la fin, ils se connaissent tous. Et quand on se connaît, on travaille mieux. Donc faites ça. Et alors, vous voyez, sur ce schéma, il y a un problème. Le problème, il est à peu près ici, là. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est quand on atteint l'itération 252 dans un projet agile. C'est quand ça commence à rouler et puis rebooter, recommencer, refaites un kick-off à un moment donné. Vous arrêtez, vous définissez la fin, quelque chose d'important, la fin d'une version du produit, vous célébrez, champagne, et on reboot. Parce qu'il est fort probable que l'équipe, c'est plus tout à fait la même. Ils ont juste oublié qui c'est qui aimait du vin. Et puis, hop, on repart. Et ça marche. Alors, qualité, industrialisation. Dès le départ, je leur ai dit, voilà, ce que je veux, c'est que vous deveniez excellent sur le run. Pour devenir excellent sur le run, il faut industrialiser. Aujourd'hui, on a l'ensemble de nos confs qui sont toutes dans un gestionnaire de sources. Tout est scripté.
Et donc aujourd'hui, on peut, si on veut, passer facilement d'un cloud privé à un cloud public. On a les deux. Donc ça, c'est hyper important. Et le cloud public, j'arrête pas de leur dire qu'en fait, j'y crois à mort. Donc forcément, ils essayent de protéger un petit peu leur métier. Donc ils me disent non, il faut qu'on continue à avoir les machines. Mais en fait, on va y arriver. Et évidemment, s'améliorer en continu. Faites en sorte que les gens puissent réfléchir, donnez-leur du temps pour qu'ils puissent réfléchir à éviter que ça se reproduise, les mêmes erreurs. Donc 5 minutes. Donc post-mortem ou rétrospective. Comment aider les équipes opérationnelles? Hyper simple, si vous avez le budget. Faites venir des super bons SWAT. La SWAT, hein, vous savez, c'est les Rambo, hein, c'est GIGN. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu que c'était compliqué? Je suis allé chercher des très, 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 très bons. Et je leur ai dit, voilà, votre enjeu, c'est d'aller aider les équipes. Et je les ai mis gratuitement à l'ensemble des équipes. Pas forcément été nécessairement facile, mais ça marche. Pour faire venir ces gens-là, je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut lever des contraintes. Il faut faire en sorte qu'ils puissent venir avec un Mac. Il faut faire en sorte que les gens puissent travailler comme ils ont envie. Rappelez-vous, ces gens-là, c'est des gens super bons, c'est des artisans du code, c'est des artisans de l'IT. Faites en sorte de ne pas les brider. C'est un peu comme si vous vouliez construire une cathédrale à l'époque et il y a le compagnon qui arrive et tiens, ta boîte à outils, en fait, c'est pas la tienne, c'est celle-là, là, à côté, avec des outils qui sont faits en Inde et qui ne marchent pas. Donc laissez-les travailler avec leurs outils. Comment partager la connaissance efficacement? C'est connu maintenant, hein, c'est les communautés de pratique. Donc, moi, ce que je fais, c'est quelque chose qu'on avait fait chez Octo, et je l'ai repris là, ça s'appelle un BBL, un Brown Bag Lunch. Vous voyez, derrière, ils sont tous avec leur petit sac en carton, là. Et on a fait ça, par exemple, autour d'un bouquin qui s'appelle Manage It de Johanna Rodman, et on a partagé, et ça marche très très bien. Donc si vous voulez faire de la transformation, du changement, mouillez-vous aussi, faites-le. C'est-à-dire que soyez la personne qui fait en sorte que ça se passe. Et enfin, pour que ça marche, il faut avoir un rôle. Des personnes ont parlé de jardinier, d'autres personnes ont parlé de servant leader. Moi, j'ai appelé ça le manager protecteur. Bon, là, je me la pète, hein, je suis à la place de Pujadas. Quand on bosse chez France Télévisions, on peut au moins faire ça une fois. Protégez votre équipe. Protégez l'équipe, notamment de la pression. J'ai plusieurs fois entendu, forcément, les gens disent « Ouais, mais alors avec ta méthode agile, comment je mets la pression sur les développeurs ?» Alors, comment te dire Et expliquez-leur ce qu'est le rythme soutenable d'un développeur. Pour ceux qui ne le savent pas, les études démontrent que pour développer, vraiment, le mec qui développe bien, généralement, c'est à peu près 6-7 heures par jour, pas plus. Pour ceux qui ne comprennent pas bien ça, vous réfléchissez, vous allez travailler demain en russe pendant 6-7 heures, vous allez voir. C'est à peu près la même chose. Et donc, éduquer les décideurs et les achats. Voilà, j'ai à peu près terminé. Dernier petit cadeau, pour ceux que ça intéresse. S'ils veulent m'aider à améliorer ça, c'est des cartes que je suis en train de faire. Donc sur les attitudes, je souris, je remercie, je fais du feedback. Moi, celle qui me plaît le plus, c'est la dernière, hein, celle que j'utilise depuis un certain temps, c'est j'agis comme si je n'étais plus là dans 6 mois, comme ça. Ouais. Et des actions, si ça vous intéresse aussi. Hop, marche plus mon truc. Voilà. Des actions, je cadre un projet à 360, je prends le temps de lancer un projet, je démarre un projet en agile, je crée une communauté de pratique. Je change la dynamique des réunions, ça j'adore, je fais ça hein, des fois. Hein. Vous connaissez Kramer? C'est ce mec, il rentre comme ça dans les... Eh bien ça change complètement la dynamique de la réunion. Donc faites ça, vous allez voir, ça marche. Il ne faut pas avoir peur, hein, courageux. Je prévois du temps pour l'important et l'imprévu, du Slack, du flow. J'entretiens mon énergie. Et puis, évidemment, j'aiguise mes outils. N'hésitez pas à le faire. Et tout le temps, remettre ça, travailler sur le watch. Voilà, j'en ai terminé. Pour ceux qui veulent me poser des questions, n'hésitez pas. Il y a mon email ici. Et la tradition est que je finis jamais une presse sans mon chien. Merci.